Bonsoir. Je vais commencer par un poème de Mahmoud Darwish. New York. Edouard se réveille sur la paresse de l'aube. Il joue un air de Mozart, dispute une partie de tennis sur le cours de l'université, médite sur la migration de l'oiseau par-delà la frontière et barrière, parcourt le New York Times, rédige sa chronique nerveuse, maudit un orientaliste qui guide un général au point vulnérable du cœur d'une orientale, se douche, choisit un costume avec l'élégance d'un coq, boit son café au lait et crie à l'aube « Ne traîne pas ». Sur le vent, il marche. Dans le vent, il sait qui il est. Nul toit au vent, ni demeure. Et le vent est une boussole pour le nord de l'étranger. Il dit « Je suis de là-bas, je suis d'ici, et je ne suis pas là-bas ni ici. J'ai deux noms qui se rencontrent et se séparent, deux langues, mais j'ai oublié laquelle était celle de mes rêves. J'ai, pour écrire, une langue au vocabulaire docile, anglaise, et j'en ai une autre, venue des conversations du ciel avec Jérusalem. Son timbre est argenté, mais elle est rétive à mon imagination. Et l'identité, je dis, il répond, autodéfense. L'identité est fille de la naissance, mais elle est en fin de compte l'œuvre de celui qui la porte, non le legs d'un passé. Je suis le multiple. En moi, mon dehors renouvelé, mais j'appartiens à l'interrogation de la victime. N'étais-je de là-bas, j'aurais entraîné mon cœur à y élever la gazelle de la métonymie. Porte donc ta terre où que tu sois, et sois narcissique s'il le faut. Mais je suis l'exilé. Prends-moi sous tes yeux, où que tu sois, prends-moi. Rends-moi la couleur du visage et du corps, la lumière du cœur et des yeux, le sel du pain et de la mélodie. Rends-moi le goût de la terre et de la patrie. Prends-moi sous tes yeux. Prends-moi comme une peinture dans la chaumière des soupirs. Prends-moi comme un verset dans le livre de ma tragédie. Prends-moi comme un jouet, une pierre de la maison, afin que la génération future sache reconnaître le chemin de la maison. Et puis, un extrait du roman de Allah El Aswani, Chicago. Sheima est arrivée à Chicago comme ça, d'un seul coup, sans préparation ni préambule, comme quelqu'un qui se jette à la mer tout habillé et qui ne sait pas nager. Ceux qui la voient parcourir les galeries de l'université de l'Illinois avec sa tenue islamique flottante et son voile qui lui couvre la tête, ses souliers plats, sa démarche ample et droite, son visage paysan sans maquillage qui rougit à la moindre occasion, son anglais lourd et trébuchant qui lui rend souvent la compréhension plus facile par les gestes que par la parole, tous doivent se demander ce qui a conduit cette jeune paysanne en Amérique. Pour sa famille, pour ses proches et même pour la ville de Tanta tout entière, l'idée qu'une fille puisse partir seule en Amérique pour 4 ou 5 ans était totalement extravagante. Mais grâce à sa persévérance, son insistance et aussi à de violentes colères, Sheima était finalement parvenue à soumettre sa mère à ses désirs. Plus la date du départ approchait, plus son enthousiasme augmentait. Même les derniers jours, elle ne ressentit ni crainte ni angoisse. Quand le moment arriva, elle ne fut pas émue par les larmes de sa mère et de ses sœurs, et dès que l'avion s'éleva au-dessus du sol, en même temps qu'un léger serrement de cœur, elle fut envahie par un sentiment de soulagement et d'optimisme.
Elle se dit qu'en laissant derrière elle les 30 années qu'elle avait passées à Tanta, c'était maintenant une vie nouvelle qui s'ouvrait à elle. Malheureusement, ses premiers pas à Chicago ne répondirent pas à son attente. Le décalage horaire lui causa des maux de tête, elle eut des insomnies, et lorsqu'elle dormait, c'était d'un sommeil haché, plein d'affreux cauchemars. Dès l'atterrissage de l'avion à l'aéroport d'Ohar, un lourd sentiment de détresse s'empara d'elle et ne la quitta plus. L'agent de sécurité qui la trouvait suspect l'avait fait attendre hors de la file. Puis il avait pris ses empreintes digitales et l'avait interrogée en la scrutant d'un regard inquisiteur et méfiant. Les papiers universitaires qu'elle avait sur elle, son visage livide et sa voix mourante qui s'étranglait de frayeur, tout cela dissipa ses doutes et il la laissa passer d'un signe de la main. Elle s'était ensuite retrouvée immobile sur le tapis roulant avec sa grosse valise sur laquelle, comme le font les paysans, était écrit à l'encre de Chine son nom complet et son adresse à Tanta. Cet accueil hostile avait laissé dans son esprit un sentiment d'oppression. Elle avait découvert que le tapis sur lequel elle se tenait se mouvait dans un énorme tuyau qui en croisait des dizaines d'autres. Cela faisait ressembler l'aéroport à un jouet qui aurait été agrandi des milliers de fois. Lorsqu'elle était sortie de l'aéroport, elle avait été stupéfaite. Elle voyait autour d'elle des rues d'une largeur qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, de gigantesques gratte-ciel à perte de vue qui donnaient à la ville un aspect fabuleux et magique, comme dans les bandes dessinées pour enfants. Des vagues ininterrompues d'Américains, hommes et femmes, affluaient de toutes parts comme des colonnes de fourmis, recouvrant la terre avec vitesse et gravité, comme s'ils se hâtaient pour attraper un train. À ce moment-là, elle avait ressenti qu'elle était étrangère, seule et perdue, comme un brin de paille, jouet des vagues d'un océan rugissant. La peur s'était emparée d'elle et lui tordait les viscères, comme à un enfant qui aurait perdu sa mère dans la foule du Mahaled de Sidi al-Badawi. En dépit de ses tentatives épuisantes, 2 longues semaines s'écoulèrent sans qu'elle parvienne à s'acclimater à sa vie nouvelle. La nuit, lorsqu'elle s'allongeait sur son lit dans sa petite chambre plongée dans une épaisse obscurité, à peine trouée par la lumière jaune des réverbères de la rue, Shaima se souvenait avec tristesse que, pendant toutes ces années à venir, elle allait dormir seule dans cet endroit désolé. Alors la submergeait la violente nostalgie de sa chambre chaleureuse, de sa mère, de ses sœurs, de tous les gens de Tanta qu'elle aimait. La veille, les soucis avaient été nombreux et elle ne parvenait pas à s'endormir. Pendant plus d'1 heure, elle se retourna dans son lit. Elle se sentait extrêmement misérable et se mit à pleurer dans l'obscurité, tellement qu'elle mouilla son oreiller. Elle se leva et alluma la lumière. Elle se dit qu'elle ne pourrait pas supporter cette souffrance durant 4 ans. Que se passerait-il si elle écrivait pour demander l'annulation de sa bourse? Pendant quelque temps, elle serait en proie à la joie maligne et au sarcasme de certains de ses collègues de Tanta, mais ses sœurs l'accueilleraient à bras ouverts, et sa mère ne se réjouirait en aucun cas de ses malheurs. Le désir de mettre fin à sa mission l'obséda, et elle réfléchit à la façon de procéder pour y parvenir. Mais tout à coup, une autre idée surgit. Elle fit ses ablutions, ouvrit la sourate Yassine, fit la prière divinatoire, suivie d'invocations, puis, la tête à peine posée sur l'oreiller, elle s'endormit profondément. Dans son sommeil, elle vit son père, Mohamed Di, avec son beau costume bleu en laine anglaise, celui qu'il réservait pour les grandes occasions, telles que la visite du ministre ou la distribution des prix. Son père se trouvait dans le jardin, devant la porte principale du département d'histologie où elle étudiait. Son visage était lumineux, sans rides, son regard pur et rayonnant, ses cheveux abondants, noirs comme du charbon, sans un seul cheveu blanc, ce qui le faisait paraître 20 ans plus jeune. Il sourit à Shaima. « N'aie pas peur, je suis avec toi. Allons, je ne t'abandonnerai jamais. » Puis il lui prit la main et lui fit gentiment franchir la porte de sa salle de cours. Lorsque Shaima se réveilla le lendemain, elle avait retrouvé son calme, elle s'était complètement libérée de ses obsessions.
Cette vision, se disait-elle, était fidèle. Elle avait été envoyée par notre Seigneur, qu'il soit exalté et glorifié, pour lui donner le cœur d'affronter son difficile devoir. Elle croyait que, même si nous ne les voyions pas, les morts vivaient avec nous. Son père lui avait rendu visite dans son rêve pour l'encourager à terminer sa formation, et elle ne le trahirait pas. Elle oublierait ses malheurs et s'habituerait à sa nouvelle vie. Elle ressentit un profond soulagement d'avoir enfin pris sa décision et décida de fêter cela. Ses sœurs et elle avaient l'habitude d'exécuter certains rites dans les circonstances heureuses. Elle commença par préparer sur le feu un mélange de sucre et de citron, puis elle alla se déshabiller dans la salle de bain et commença à s'épiler, assise, toute nue, sur le rebord de la baignoire. Elle jouissait de la douleur délicieuse, brève et répétitive que produisait sur sa peau l'arrachage des poils. Ensuite, elle prit un long bain chaud, pendant lequel elle massa méticuleusement chaque partie de son corps, jusqu'à ce qu'elle se sente parfaitement à l'aise et détendue. Quelques minutes plus tard, dans sa cuisine, Sheima offrait un spectacle authentiquement égyptien. Elle avait revêtu une galabeille en coton bon marché, ornée de petites fleurs, et des shebshab kadouga, larges à l'avant, avec 4 lanières croisées, qu'elle préférait parce que ses doigts de pied y étaient à l'aise et qu'elle lui donnait une plus grande liberté de mouvement. Ses cheveux noirs, longs et souples tombaient sur ses épaules. Elle avait décidé de se faire plaisir. Elle mit sur la chaîne « As-tu un doute ?» une chanson de Kazem Saher, qu'elle aimait tellement qu'elle l'avait enregistrée 3 fois de suite sur la même cassette pour ne pas être obligée de revenir chaque fois en arrière. La voix de Kazem s'éleva dans toute la pièce et Sheima commença à danser en suivant le rythme. En même temps, elle avait entrepris de faire frire des piments, l'un après l'autre, dans de l'huile bouillante, pour préparer son plat favori, la messa alexandrine. Peu à peu, elle fut complètement absorbée. Elle parcourait la cuisine de part en part, en dansant et en chantant avec Kazem, comme si elle faisait un numéro dans une revue de cabaret, puis elle retournait devant son but à gaz pour faire revenir un nouveau piment. Lorsque Kazem se mit à chanter « Mon assassin danse pieds nus », elle jeta les jambes en avant et envoya promener à l'autre bout de la pièce ses shebshab kadouga. Puis, lorsque Kazem demanda à sa bien-aimée « Où es-tu parti ? Pourquoi es-tu parti ? Et pourquoi m'as-tu arraché l'âme ?» Elle fut submergée par l'émotion et entra en transe. Elle se lança alors dans une figure qui suscitait toujours l'admiration de ses amis de Tanta. Elle tomba tout à coup à genoux, les 2 bras levés, puis elle se redressa lentement en agitant les hanches et en faisant frémir sa poitrine. Cette fois-ci, elle jeta dans l'huile 2 piments en même temps, qui produisirent en tombant un bruit épouvantable et une épaisse fumée. Elle crut alors un instant entendre dans le lointain quelque chose qui ressemblait au bruit d'une sirène, mais comme elle voulait écarter tout ce qui était susceptible de troubler le bonheur de cet instant, elle se lança dans un nouveau pas de danse. Elle tendit les bras, comme si elle allait étreindre quelqu'un en avançant et reculant la poitrine, sans se déplacer de l'endroit où elle se trouvait. Au moment même où elle prenait un nouveau piment et où elle levait la main pour le jeter dans l'huile, à ce moment précis, elle fut victime d'un horrible cauchemar. Elle entendit un bruit terrible, puis la porte de son appartement s'ouvrit violemment et des hommes énormes se jetèrent sur elle, la ceinturèrent tout en hurlant en anglais des phrases qu'elle ne comprenait pas. L'un d'eux la prit avec force dans ses bras, comme s'il voulait la soulever de terre. Stupéfaite, elle ne résista pas jusqu'à ce qu'elle prenne conscience des 2 mains qui la serraient dans le dos et de la forte odeur qu'elle respirait, le visage plaqué contre un manteau de cuir noir. C'est alors seulement qu'elle se rendit compte de l'énormité de la situation. Elle rassembla toutes ses forces pour résister à l'inconnu et se mit à pousser des hurlements interminables dont l'écho se répercuta dans tous les coins du bâtiment. Ce soir-là, une fois réveillé de sa sieste, Tarek Oseib s'était dit qu'il allait terminer ses exercices de statistique avant de descendre faire les courses de la semaine. Il s'était plongé dans les exercices. Son cerveau travaillait comme un forçat. Il notait les chiffres, puis vérifiait avec appréhension à la fin du livre, espérant chaque fois que les réponses seraient justes. Et tout à coup, la sirène d'alarme se déclencha,
retentissant dans tous les recoins de la résidence, et une voix s'éleva dans le système interne de communication, prévenant que le bâtiment était menacé d'incendie et appelant les résidents à quitter leur appartement le plus vite possible. Tarek avait l'esprit saturé de chiffres, et il mit un moment à comprendre ce qui se passait. Il bondit alors de sa chaise et se précipita dans les escaliers, au milieu des étudiants paniqués. Les pompiers s'étaient déployés de toutes parts et vérifiaient avec soin que tous les étages étaient vides avant d'appuyer sur des boutons spéciaux fixés au mur, ce qui faisait immédiatement descendre des portes d'acier. Les étudiants s'étaient rassemblés dans le hall d'entrée. Ils étaient en proie à l'émotion, riaient nerveusement et chuchotaient avec anxiété. La plupart étaient descendus en vêtements de nuit, ce qui, en dépit de la gravité de la situation, donna à Tarek l'occasion peu fréquente de contempler les jambes nues des filles. 3 personnes apparurent dans le fond de la salle et peu à peu leurs traits se précisèrent. 2 policiers municipaux, l'un blanc, plutôt petit et bedonnant, et l'autre noir, de taille élancée et musclée. Entre eux marchait Sheima Mohamedi avec sa galabeya de coton qu'elle n'avait pas eu le temps de changer. Ils arrivèrent au bureau d'accueil où le policier blanc prit une feuille de papier et lui dit sur un ton officiel et d'une voix forte « Mademoiselle, vous allez signer cette déclaration reconnaissant que vous êtes responsable de tous les dommages qui pourraient survenir par la suite à cause de l'incendie que vous avez provoqué. Il faut que vous signiez également un engagement que cet incident ne se reproduira pas à l'avenir. » Sheima fixa le visage du policier blanc, comme si elle ne comprenait pas, et le policier noir l'interpella d'un air goguenard. « Excusez l'ami, je ne sais pas à quel genre de cuisine vous mangez dans votre pays, mais je vous conseille de changer votre plat favori parce qu'il a failli mettre le feu à l'université. » Le policier noir se mit à rire sans retenue, tandis que son collègue, par courtoisie, dissimulait un sourire. Sheima se pencha et signa les feuilles en silence. Les policiers échangèrent quelques mots, puis se retournèrent et partirent. Peu de temps après, les haut-parleurs informèrent qu'il n'y avait plus de danger et les étudiants commencèrent à remonter dans leurs appartements, tandis que Sheima restait immobile devant le bureau d'accueil, le visage pâle comme la mort. Elle continuait à trembler et à haleter. Elle essayait de retrouver ses esprits, comme si elle venait de se réveiller en sursaut d'un cauchemar. Elle avait l'impression que son âme s'était retirée et que tout ce qui venait de lui arriver n'était pas réel. Elle se sentait tout particulièrement humiliée que le pompier l'ait prise dans ses bras. Il l'avait serrée tellement fort que son dos lui faisait encore mal. Tarek Zeib, immobile, la regardait avec circonspection. Il tourna 2 fois autour d'elle, en reconnaissance, comme un animal qui en renifle un autre, d'une espèce inconnue. Dès le premier instant, il se sentit attiré par elle, et comme d'habitude, son attirance se transforma en fureur. Il connaissait son nom car il l'avait vue auparavant au département d'histologie, mais il prit plaisir à faire semblant de ne pas la reconnaître. Il s'approcha lentement d'elle, et quand il se trouva juste en face, la toisa du même regard inquisiteur et désapprobateur qu'il jetait sur les étudiants de la faculté de médecine du Caire lorsqu'il les surveillait à l'écrit des examens, et lui dit avec dédain « Tu es égyptienne ?» Elle hocha la tête d'un geste las, et il se mit à la mitrailler de questions. « Qu'étudies-tu? Où habites-tu? Comment as-tu provoqué l'incendie ?» Elle répondit d'une voix faible, en détournant le regard. Le silence s'établit un instant, et ce fut l'occasion pour Tarek de l'attaquer par surprise. « Écoute, sœur Sheima, tu es ici en Amérique, tu n'es pas à Tanta. Il faut que tu te comportes de manière civilisée. » Merci. Merci, bonsoir, et merci à Universcience pour cette invitation, en particulier à Anne Grange. Merci également à l'association Texte et Voix et Nadine Negels pour la proposition des textes à lire, de Mahmoud Darwish et Alassouani, et à Thibault de Montalembert pour la lecture. Mesdames, Messieurs, les nouvelles figures de l'étranger dont je voudrais vous parler ce soir
se situe dans une temporalité que petit à petit nous saisissons mieux, le nouveau siècle s'avançant avec ses crises mondiales, crises financières, économiques, qui cachent mal des crises plus profondes, crise de la politique, de la solidarité, de l'échange social. Quelle est cette temporalité? Elle va de la sortie de la Seconde Guerre mondiale, des années 40 et 50, aux grandes décolonisations des années 60 et 70, et à la fin de la guerre froide, entre les années 80 et 90. Cela nous donne le décor d'une contemporanéité longue, décor dans lequel plusieurs changements ont eu lieu dans les représentations de soi, des autres et du monde. Ce sont les transformations des représentations de l'individu, la formation et l'imposition progressive de l'échelle mondiale ou globale, comme on dit, et les multiples troubles et conflits associés à la question des frontières, qu'ils concernent leur existence même, leur délimitation ou leur rôle. Même si la mondialisation humaine est restée très en retrait par rapport à la volumineuse et facile circulation des capitaux, des marchandises, des idées politiques ou des images, il reste que la mondialisation en général rend plus incertaines les frontières existantes et plus fragiles celles à venir. En 2010, on estimait à 214 millions le nombre de migrants internationaux, soit 3% de la population mondiale, un nombre qui a triplé depuis 1970. Le tiers de ces migrations est orienté des pays du Sud vers ceux du Nord, et un autre tiers circule entre les pays du Sud. C'est la seconde grande vague de migration de la période contemporaine dans le monde, après celle de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, qui fut marquée essentiellement par des mouvements importants de l'Europe vers les Amériques. Ces chiffres aujourd'hui sont appelés à croître encore considérablement dans les décennies à venir. L'Europe, l'Amérique du Nord et les pays du Golfe sont aujourd'hui les trois principales régions d'immigration, même si presque toutes les régions du monde sont concernées. En outre, 740 millions de personnes se déplacent à l'intérieur de leur propre pays. Toutes les enquêtes soulignent l'aspect multidirectionnel et diversifié des déplacements. La référence à la planète dans sa globalité prend de plus en plus le relais d'une conception postcoloniale des espaces de la migration internationale quand les migrants du Sud se dirigeaient vers leurs anciennes métropoles. Et aujourd'hui, les migrants n'envisagent plus le pays d'accueil comme un pays unique d'installation. On peut donc penser que la forme sociale du monde elle-même est en recomposition et que d'un point de vue anthropologique, la dimension cosmopolite de la vie s'étendra davantage encore dans les années à venir. Des philosophes contemporains ont remis à l'ordre du jour la question du cosmopolitisme qui nous rapproche du siècle des Lumières. Il s'est agi de penser la possibilité d'un monde commun, dans un contexte où la planète est devenue la plus large et englobante, la réalité la plus large et englobante, partagée par tous les humains au-delà de leurs différences culturelles et des inégalités sociales, spatiales et économiques qui les séparent. L'horizon que désignent ces philosophes est cosmopolitique. Il n'équivaut ni à la gouvernance mondiale, ni à la communauté internationale, ni à la mondialisation économique et financière, autant de mots leurres cachant mal l'accaparement du pilotage de la société mondiale par une élite très réduite, économique et politique, adossée à une poignée d'États tout-puissants. Lorsque se déplacer, partager un même monde est devenu techniquement réalisable, il reste à le rendre applicable entre les hommes, en vertu, nous rappelle Emmanuel Kant au XVIIIe siècle, en vertu du droit de la commune possession de la surface de la Terre, sur laquelle, puisqu'elle est sphérique, les hommes ne peuvent se disperser à l'infini, mais doivent finalement se supporter les uns à côté des autres,
et dont personne à l'origine n'a plus qu'un autre le droit d'occuper tel endroit. Des sociologues ont, eux, fait du cosmopolitisme une manière de globaliser leur approche en sortant la science sociale de ce que le sociologue Ulrich Beck a appelé le nationalisme méthodologique. En ancrant ses recherches sur les risques planétaires et la réflexivité globale qu'ils engendrent, Ulrich Beck s'est moins intéressé à la condition cosmopolite qu'à la vision, la perspective, l'orientation ou la conscience cosmopolite, pour reprendre quelques-uns des termes qu'il utilise le plus souvent, pour signifier les formes concrètes d'une globalisation des consciences. L'apport de l'anthropologie à cette réflexion vient de son ancrage sur les terrains où se forme la condition cosmopolite, au sens d'un état de fait contemporain, d'autant plus sensible qu'il est vécu par des personnes en mouvement, franchissant des frontières et de plus en plus fréquemment bloquées aux frontières. Cet apport de l'anthropologie se fonde, c'est ce que je voudrais développer ici, sur le concept de l'homme-frontière. Homme s'entend ici, bien sûr, au sens générique de la condition humaine qui se décline selon les genres. 4 portraits d'hommes-frontières en des époques et des lieux différents nous aideront à décliner les figures de l'étranger. Contre toute tentation identitaire et essentialiste, je voudrais poser d'abord que je les considère comme des étrangetés relatives. En m'inspirant de la pratique même de l'anthropologue sur son terrain, un terrain étant fait d'un ensemble de relations avec les personnes que l'anthropologue va rencontrer, visiter. En m'inspirant donc de la pratique de l'anthropologue, je peux dire que tant qu'une relation n'est pas établie, elle reste indéterminée, imaginée et se déploie dans l'absolu, au risque de produire des fantômes identitaires gardés derrière de vrais murs. Au contraire, en situation, cette étrangeté devient relative, et l'altérité qui était absolue ou radicale, au sens où ma manière d'être et de penser est décrite par les autres comme radicalement autre, cette altérité tend à se réduire, sinon à disparaître, car alors c'est la découverte des singularités qui devient possible. Il y a donc des degrés d'étrangeté différents selon les situations de frontières et selon le moment dans la situation. Cette question occupe l'essentiel d'un ouvrage dont il a été fait mention, La condition cosmopolite, consacré à dépasser le piège identitaire à partir d'un regard plus attentif, décentré sur les situations de frontières. Maintenant, c'est cet univers frontalier que je voudrais parcourir. Nous verrons alors que la dimension nationale de cette étrangeté en recouvre beaucoup d'autres. Soit d'abord un migrant, dit africain sans papier, à Paris, nommé Mamou. Il est parti de Guinée en 1997 à l'âge de 17 ans pour Dakar, pour faire une formation en comptabilité-gestion. De là naît l'envie bien raisonnée de poursuivre ses études aux États-Unis ou en France, sans réussir à partir. Puis il revient à Conakry et plus tard rejoint la France par avion avec un faux passeport. Arrêté et placé en zone d'attente à Roissy, puis lâché par la police à minuit dans Paris, qu'il ne connaît pas, il dort dans un arrêt de bus, puis dans un squat, plus tard dans un foyer de la Croix-Rouge, puis à la maison de Nanterre, centre d'hébergement pour personnes sans abri. Ensuite, il va en Allemagne, puis en Hollande, pour chercher des amis et des solutions de régularisation et pourvoir, dit-il, puis à Bruxelles, où il commence à travailler au Black, ce qu'il continue à faire parfois à Paris. Il y est depuis 6 mois quand il raconte son histoire à un groupe de documentaristes, le collectif Précipité, qui le rencontre, à qui il dit « Je suis, nous sommes dans la frontière ». Il a 22 ans
et se trouve dans le local d'Emmaüs, rue des Pyrénées à Paris, 20e arrondissement, dit centre d'hébergement d'urgence. C'est un petit observatoire du monde. Les récits des occupants parlent de la longue errance du corps, des affects, de l'identité, mais aussi parlent de quelque chose de très concret, nous disent le collectif précipité qui les a rencontrés. La nécessité de se cacher dans un bateau ou dans un camion, de changer de lieu en permanence. C'est une première figure de l'étranger que je veux évoquer avec cet exemple, celle de l'errance, ici vécue comme aventure. Pas si nouvelle que cela en fait. Le vagabond ou l'errant est une figure ancienne, qui a pu être autrefois ou qui est encore parfois en d'autres lieux relativement bonne à penser. Assez proche du colporteur et du nomade, c'est un étranger qui, comme l'a dit le sociologue allemand Georg Simmel, c'est un étranger qui n'abandonne jamais tout à fait la liberté d'aller et de venir. Arrivé aujourd'hui, il pourra repartir demain, même s'il ne l'a pas fait. Il est davantage sans domicile fixe, éventuellement et temporairement sans abri, mais il est aussi sans papier, bien sûr, mais cela a relativement moins d'importance pour lui que sa mobilité, la découverte d'un état de clandestinité, entre guillemets, étant aléatoire selon chaque pays et ses lois relatives au séjour, à l'immigration ou à l'asile. Cette figure théorique de l'errance s'élargit et se complexifie aujourd'hui. La figure ne désigne pas une personne en particulier, c'est plutôt un moment que vivent de nombreuses personnes en déplacement, dont celles qu'on nomme migrants, lorsqu'elles franchissent ou prétendent franchir une frontière nationale. Si la figure de l'errant ou du vagabond n'est pas nouvelle, un bref tour d'horizon des frontières au pourtour de l'Europe donne l'image d'un nouveau monde contemporain de l'errance. Voyez, en partant des marches orientales, à Patras, en Grèce, les migrants afghans rencontrés sur les lieux de passage à la frontière sont bloqués à la frontière. Ils représentent une figure nouvelle, renouvelée du vagabond, une figure sans autochtonie à revendiquer, car s'ils sont de parents afghans, ils sont nés pour la plupart dans les camps pakistanais ou en Iran. Et ils sont sans lieu précis d'arrivée non plus, ainsi plus ancrés globalement déjà que bien des vies voyageuses affirmées et montrées comme globales sur les spots publicitaires de la mondialisation. À l'autre bout occidental du sud de l'Europe, dans la région d'Almeria, en Andalousie, le moment qui suit le passage de la frontière depuis le Maroc par Gibraltar ou par les enclaves espagnoles de Ceuta ou Melilla place les migrants africains en situation de vulnérabilité relative, d'incertitude, un temps de latence et de recherche de solutions. Entre le voyage lui-même et le stationnement prolongé à la frontière, tout un monde de la migration clandestinisée se forme. De l'autre côté de la Méditerranée, au sud, dans la ville de Rabat au Maroc, ou dans la forêt proche de Ceuta et Melilla, les foyers, logements collectifs en ville, ou les campements en forêt, deviennent des lieux de régulation sociale et d'une certaine stabilité dans l'instabilité, comme nous l'expose Anaïk Pian, une jeune sociologue qui a mené une recherche et publié un ouvrage aux nouvelles frontières de l'Europe, L'aventure incertaine des Sénégalais au Maroc, 2009. Leur organisation sociale, leur rapport aux identités d'origine, nationales ou autres, deviennent dans ce cadre-là des sujets importants pour eux, des questions pratiques qu'ils ont à résoudre, car chaque campement ou ghetto, ou comme ils l'appellent, où ils transitent, devient, tout comme le foyer Emmaüs de Mamou à Paris 20e arrondissement, un petit monde cosmopolite. Un peu plus loin, vers l'est, dans le nord de l'Afrique, dans le Sahara, un territoire délocalisé,
nous dit le géographe Julien Brachet, est formé par les parcours des migrants qui le traversent, du Niger vers la Libye ou l'Algérie. Selon ce chercheur, un véritable nouveau champ migratoire du Sahel aux rives méditerranéennes de l'Afrique s'est formé le long de ces réseaux et relais et a fait naître un désert cosmopolite. Au long des parcours, les migrants se retrouvent eux aussi dans des ghettos, selon le terme utilisé par les migrants eux-mêmes. En Afrique, Amérique ou Asie, ces personnes ne sont jamais sûres d'arriver au bout du chemin qu'elles ont ouvert et elles le réélaborent imaginairement comme une aventure. Bien sûr, cet imaginaire de l'aventurier ne peut être séparé des conditions dans lesquelles, sur fond de rapports nord-sud profondément inégalitaires, les migrants clandestins tentent de maîtriser leur errance. Des volontés ou des stratégies interrompues, détournées, sans cesse reformulées. Dans cette tentative de maîtrise qui caractérise l'aventurier, il y a toute l'énergie de celles et ceux qui ne sauraient dire exactement où les mènera le chemin où ils sont, mais qui s'adaptent à cette errance en faisant le contexte de leur organisation sociale et de leur subjectivité. Il s'agit d'une pensée du mouvement qui aide à imaginer la possibilité d'avancer dans un contexte tout adverse. Pour l'instant, je ne vis pas, dit Mamou dans le foyer Emmaüs à Paris. Actuellement, je suis bloqué et l'âge avance. Le combat que j'ai commencé, il dort mais il n'est pas mort. Actuellement, je suis en position de faiblesse, je recule. Dès que j'aurai la force, je pourrai revenir. Tout indique que l'aventure est un des langages de l'incertitude, l'un de ceux qui donnent la capacité au sujet de penser et agir vers un horizon de vie dans un contexte toujours dangereux. Soit maintenant un autre migrant africain, Bobo Nka, libérien. Il est âgé de 29 ans quand je l'ai rencontré en 2003 dans le camp de réfugiés de Boréa en Guinée. Il a auprès de lui 2 enfants de 7 et 9 ans. De 1990 à 2002, raconte-t-il, entre les attaques surprises de l'armée libérienne ou des forces rebelles, puis de l'armée sierra-léonaise, puis les violences et les arrestations en Guinée, la traversée des forêts, passant plusieurs fois les frontières des 3 pays, Libéria, Sierra Leone, Guinée, il a circulé tout au long d'un réseau de camps auxquels il s'est habitué et qui font partie maintenant de sa vie ordinaire. Après 12 ans de cette errance un peu particulière, autant contrôlée que forcée, Boréa, en Guinée, est le 9e camp où il se retrouve. Il est très nerveux, il a du mal à suivre une longue conversation, une difficulté somatisée par des tics, des regards inquiets, des mains cachant son visage ou le frottant vigoureusement comme s'il se lavait la figure avant chaque phrase. Il craint pour sa sécurité dans le camp. Comme plusieurs centaines de personnes vivant dans ce camp de Boréa, en Guinée forestière, il a fait une demande de réinstallation dans un pays tiers, selon la formule consacrée, auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Mais l'agent du HCR lui a répondu qu'il devait produire une recommandation d'une organisation non gouvernementale humanitaire donnant une raison humanitaire à sa réinstallation dans un pays tiers, ce qui tend encore à victimiser plus encore une identité de réfugié dont il ne veut pas, mais qui le colle au corps depuis 12 ans, et qui le rapproche ainsi de l'image de la victime absolue, mais aussi, au bout du compte, du paria. En 2010, la situation dite de déplacement forcé touchait au moins 75 millions de personnes dans le monde, qui se retrouvent sans ancrage et stationnent plus ou moins longtemps dans des lieux à part, camps, campements et autres marges urbaines. J'inclus les réfugiés, les déplacés internes, les réfugiés environnementaux, les demandeurs d'asile, etc., etc. La radicalité de leur étrangeté aux yeux des autres
ne vient pas de leur nationalité ou de leur identité ethnique. La radicalité vient plutôt de la non-citoyenneté de leurs conditions, car leur mise à l'écart du droit et des espaces de la commune humanité les renvoie au principe de la superfluité humaine, déjà décrit par la philosophe Hannah Arendt à propos des sans-État. Dans ce cadre, provisoire ou non, c'est la mise à l'écart qui caractérise la condition de l'étranger en tant que paria. Le reste de son identité, pour les autres, en découle. L'extraterritorialité est l'illusion première de cet étranger-là. L'altérité radicale imposée par l'instauration de murs et barrières plus difficiles à franchir est, en termes relationnels, première par rapport à une différence culturelle qui n'a pas de lieu où être mise à l'épreuve. Le paria est sans voix et sans visage du point de vue de l'altérité. Comment saurais-je m'entendre ou non avec un migrant afghan s'il est placé en centre de rétention? Comment savoir si Bobonka, dont je viens de parler, est malinké ou mendé, et en quoi cela, cette identité ethnique, est important pour lui ou non, s'il me reste inaccessible, enfermé dehors pendant des années. Il reste que cette expérience plus ou moins longue que font les encampés entraîne pour eux un changement culturel rapide au contact des réfugiés venus d'autres régions ou d'autres pays et qu'ils n'auraient jamais rencontré si n'était cette violence-là, de la guerre, de la fuite et du dispositif humanitaire global localisé lui-même. Certains apprennent d'autres langues, dont un anglais international sommaire, d'autres modes de vie, bien sûr, que ce soit pour l'habitat ou la nourriture. Ils apprennent surtout l'obligation de se débrouiller et les stratégies de survie au sein même du dispositif humanitaire. Les inscriptions multiples auprès de l'administration pour avoir de plus grandes surfaces où s'installer, les doubles résidences en camp et en ville, le travail au noir, l'achat ou la revente de cartes de rations alimentaires supplémentaires, etc. Si le camp de réfugiés est bien la forme durcie d'une frontière spatiale et temporelle entre des citoyennetés et des localités perdues et pas encore retrouvées, il est aussi l'épreuve d'un petit monde cosmopolite. Et ses occupants finissent par l'habiter faute de mieux, puisqu'ils ne sont pas certains de retrouver ailleurs un sentiment de localité et une relation de citoyenneté. Soit, maintenant, pour introduire une troisième figure d'étranger, un couple d'émigrés à Beyrouth, Ashani et Peter, avec leurs 2 enfants en bas âge. Elle est sri-lankaise, lui soudanais. C'est à Beyrouth qu'ils se sont rencontrés en 2005, parce qu'ils fréquentaient la même église catholique, une église pour les étrangers, me disent-ils, en 2012, quand je les ai rencontrés, et église dans lesquelles ils se retrouvent à certaines heures, le matin au moment de la messe pour les étrangers, et l'après-midi pour des activités récréatives, se retrouvant là des Sud-Soudanais, des Sri-Lankaises, des Philippines, et parfois des hommes libanais époux de femmes étrangères. Ashani est venu à Beyrouth en 2001 avec un contrat qu'une agence fournissant le voyage et l'emploi lui avait établi avant son départ du Sri Lanka. Elle a commencé à travailler dès son arrivée comme femme de ménage chez les patrons pour lesquels l'agence lui avait fait le contrat. Mais comme beaucoup de femmes étrangères dans sa situation, elle n'a pas été payée pendant 1 an pour, lui disait-on, rembourser le billet d'avion. Comme beaucoup d'autres aussi, elle dormait sur le balcon de l'appartement des patrons au titre de son logement, dont un loyer lui était cependant décompté. Comme garant de son séjour au Liban face à l'administration, ses employeurs avaient pris son passeport dès son arrivée pour s'assurer qu'elle ne fuirait pas, dit-elle. Elle n'avait pas d'autres documents, pas de carte de séjour. Après 2 ans de cette vie d'esclave, selon ses propres mots, elle est partie, elle a fui, mais elle n'a pas pu récupérer son passeport, la madame, comme on dit, c'est-à-dire la patronne, lui demandant $1 700 pour le lui rendre. Maintenant, elle travaille en régime horaire, à la demande. Elle a plusieurs employeurs occasionnels. Elle semble apaisée, maîtrisant son existence.
Elle reçoit effectivement le salaire pour lequel elle travaille, 4 $ US de l'heure, même si pour avoir cette liberté-là, elle a dû se retrouver en totale illégalité. Hassani et Peter font partie des personnes considérées à Beyrouth comme des bidounes. Le terme bidoun signifie sans, un terme d'étrangeté qui désigne l'absence de papier, mais aussi l'absence de droit en général, cependant que les liens de travail leur permettent de se stabiliser. Cette position d'exclusion-inclusion explique l'image nuancée que m'a laissée la famille de Peter et Hassani. Inclusion par le travail, exclusion par tout le reste ou presque, forte individualisation de la vie quotidienne, agrégation communautaire ponctuelle le dimanche matin autour des retrouvailles à l'église. Cette ambiguïté correspond à une autre figure d'étrangeté ancienne et relative, celle des métèques de la Grèce antique. Le terme désignait, je cite, les résidents sans droit de cité. Ils vivaient dans la cité pour laquelle leur force de travail subalterne était indispensable. Autrement dit, la démocratie grecque avait besoin de ces exclus pour exister. Mais ils étaient écartés de tous ces droits sociaux, politiques ou de propriété. Leur présence n'était pas absolument interdite, donc, à la différence des parias, et ils disposaient d'une relative liberté à la différence des esclaves. Mais ils étaient aussi, comme Peter et Hassani, et leurs 2 enfants, à Beyrouth, durablement établis dans un entre-deux qu'ils occupent et habitent avec une relative permanence depuis bientôt 10 ans et même une relative réussite. Pardon. Soit enfin, pour terminer, le cas d'un émigré juif autrichien, exilé en juillet 1939 à 40 ans aux États-Unis, où il s'installe avec son épouse et leurs enfants, et où il mourra 20 ans plus tard. Il est sociologue. Alfred Schutz, l'émigré sociologue, s'aidera de sa propre expérience pour réfléchir aux ajustements, interprétations et apprentissages que vit partout l'étranger. Il s'intéresse à la façon dont les modèles culturels se croisent et se superposent, en partie pour engendrer une nouvelle manière de penser habituelle, syncrétique, singulière. En effet, l'étranger arrive dans la nouvelle situation avec une manière de penser qui lui semblait évidente et naturelle, et il doit s'orienter dans ce que Schutz appelle un nouveau modèle culturel, langue, mœurs, lois, folklore, mode, etc. Il doit le comprendre et l'utiliser. Cela revient à dire, résume Alfred Schutz, que pour l'étranger, le modèle culturel du nouveau groupe n'est pas un refuge, mais un pays aventureux, non quelque chose d'entendu, mais un sujet d'investigation à questionner, non un outil pour débrouiller les situations problématiques, mais une situation elle-même problématique et difficile à dominer. C'est même, ajoute-t-il, un labyrinthe dans lequel il a perdu tout sens de l'orientation. De cette épreuve, l'étranger tire 2 traits fondamentaux. D'une part, l'objectivité et l'intelligence du monde, car il a découvert que la manière de vivre normale est loin d'être aussi assurée qu'il y paraît. D'autre part, une loyauté ambiguë, réticent ou incapable de substituer entièrement un modèle culturel par un autre. On vient de le voir avec les passages du roman de Alassane Assouni. L'étranger est, nous dit Alfred Schutz, un hybride culturel qui vit à la frontière de 2 modèles différents de vie, sans savoir auquel des 2 il appartient.
Depuis lors, depuis 1944, où ces analyses ont été faites, dans un ouvrage qui s'appelle L'étranger, un essai de psychologie sociale, depuis lors, de nombreux travaux se sont attachés à décrire et comprendre cette position frontalière et ambivalente dans laquelle se trouvent l'émigré et immigré. Et bien sûr, l'ouvrage d'Abdelmalek Sayad, La double absence, est de ce point de vue une référence essentielle décrivant ces deux manques du pays natal et du pays d'accueil réunis en une seule personne. Mais s'il m'a semblé important d'évoquer cet étranger-là, européen et immigré aux États-Unis au milieu du XXe siècle, et son labyrinthe culturel, c'est d'abord parce qu'il préfigure une condition de plus en plus ordinaire dans le monde où nous entrons. Ordinaire, chaque épreuve d'altérité à laquelle nous nous trouvons confrontés et qui fait des manières de vivre et de penser du lieu d'accueil un labyrinthe singulier dans lequel nous perdons le sens de l'orientation. Ordinaire aussi la capacité de cette épreuve à renforcer l'objectivité et l'ambivalence de celui qui se trouve dans la position frontalière. Car les lieux et situations de cette épreuve se sont mondialisés, multipliés et diversifiés. Les capacités de déplacement, la circulation des images et des informations à l'échelle mondiale font que ces épreuves d'altérité sont nombreuses et même pour beaucoup quotidiennes. Placé en position d'étrangeté relative dans une situation sociale donnée, chacun devra donc vérifier à la fois sa place et le caractère relatif de son altérité et de celle des autres. Pour conclure cette description de l'homme frontière et de ce que nous pouvons en apprendre, je voudrais introduire les principaux éléments de ce que pourrait être une anthropologie de la condition cosmopolite. Petit à petit, l'errance du vagabond a tracé un chemin sans retour, à la différence de l'odyssée du migrant d'Ulysse, dont la ville natale, Ithaque, nous a semblé toujours être définitivement la première et la dernière étape. C'est aujourd'hui un chemin sans retour que trace le vagabond. La mise à l'écart du paria fait du lieu confiné lui-même une frontière entre des sociétés et des États-nations, mais c'est aussi un entre-deux qui est rendu vivable, même s'il est difficile d'en sortir, ou d'autant plus qu'il est difficile d'en sortir, il faut bien qu'il ait été rendu vivable. Et enfin, la marginalité du métèque définit l'étranger exploitable à merci, présent dans la ville, mais sans accès à la cité, c'est-à-dire sans droit. Tous parcourent, avec plus ou moins d'aisance sociale et économique, un labyrinthe culturel où se joue leur conscience d'appartenir au monde autant que leur distance par rapport aux identités héritées. Les petits portraits que je viens de présenter ont permis d'esquisser le tableau de ces figures sociales, modélisées ou conceptualisées, au sens où l'on voudrait leur donner un caractère de généralité susceptible d'interprétation, de vérification, complément ou contradiction. Si ces personnes nous aident ainsi à la compréhension de la condition d'étranger aujourd'hui, les figures théoriques n'épuisent pas les portraits. Ceux-ci gardent leur singularité. La remarque n'est pas de pure forme. En effet, toute l'expérience des anthropologues est toujours marquée par ces rencontres singulières, celles qui se cachent bien souvent derrière l'informateur privilégié, comme on dit dans le langage méthodologique de l'ethnologie. Et auprès de qui, sur le terrain, le chercheur a trouvé une ou un vrai ami et souvent un fin connaisseur de la société qu'il est venu étudier. Mais bien souvent aussi, cette relation reste marquée du seul sceau affectif
qu'on voudrait distinguer un peu maladroitement des informations objectives, sans tirer tout le parti théorique de la rencontre avec un sujet de parole et d'action. Ces singularités, donc, qu'il nous faut réaffirmer à un moment où l'on parle excessivement de la force contraignante des identités collectives, j'oppose là la singularité aux identités et aux assignations identitaires, ces singularités nous invitent à ne pas tirer trop de conclusions de ces portraits, figures à caractère identitaire. Ce que j'ai voulu décrire dans les figures proposées ici, ce sont des positions sociales d'étrangeté relative qui prennent en compte les dimensions du travail, de la résidence, de l'itinéraire personnel et familial, et avec tout cela qui s'inscrivent dans des contextes où chaque personne vit son étrangeté et se transforme culturellement en la vivant. Et les noms mêmes que j'ai choisis pour rendre compte de ces expériences, l'errant, le paria, le métèque ou le labyrinthe, se veulent clairement historiques, relationnels, et ainsi plus universels dans leur fondement et leur processus que les assignations ou les désignations ethniques et particularistes. Au-delà de ce début de compréhension de l'homme-frontière, ces figures nous amènent à élargir l'enquête à toute la condition cosmopolite. Cela suppose en premier lieu de dénationaliser autant que désethniciser la pensée de l'étranger, en l'incluant dans une pensée anthropologique de l'altérité en général et en la déclinant en plusieurs degrés relatifs d'étrangeté, selon les contextes ou en situation. Il s'agirait de remettre à chaque nouvelle situation de frontière cette question à l'épreuve. Comment sommes-nous étrangers et comment cessons-nous de l'être? Car l'idée de la condition cosmopolite s'est imposée progressivement dans cette recherche dont je vous parle, à partir de la volonté de trouver une alternative aux effets dévastateurs de l'universalisme tout-puissant face au monde tel qu'il est, alors qu'il pourrait en être la base matérielle, écologique et sociale. Alors que ce monde pourrait en être la base matérielle, écologique et sociale. Au contraire, l'injonction universaliste est même devenue parfois un mode d'exclusion des sans-voix ou un langage du traitement à part des parias. Le piège consisterait à opposer un ethnocentrisme à l'autre, le relativisme culturel à l'universalisme par exemple, contre le piège identitaire omniprésent aujourd'hui dans les débats politiques et médiatiques. Il convient donc de se décentrer. Qui mieux que les déplacer, déraciner, pour nous donner la trace concrète, empirique, de la frontière et de la condition cosmopolite qui s'y forme. Car les personnes en déplacement expérimentent forcément les frontières, ont forcément le monde en tête, même si elles ne l'ont pas voulu, pas projeté, même si elles n'en construisent pas une théorie personnelle. On retrouve là le principe de base du réalisme cosmopolite de Kant, parce que la Terre est ronde, dont l'effet est de se tenir éloigné de toute utopie. Il n'est plus au pouvoir de personne, écrit Étienne Balibar dans une réflexion sur le cosmopolitisme et internationalisme, il n'est plus au pouvoir de personne d'échapper aux effets des actions des autres et tout particulièrement à leurs effets destructeurs. Fermez les guillemets. Selon les cas, donc, la condition cosmopolite se manifestera comme une chance ou au contraire comme une malchance, qui engendre des risques perçus et des peurs ressenties dans le contact encore avec le non familier. Parmi les différentes figures que j'ai voulu évoquer, le cas des réfugiés et autres victimes de déplacements forcés, comme les désigne le langage humanitaire international, est très intéressant de ce point de vue. En effet, il s'agit d'un cas extrême et à ce titre très porteur de sens pour tous. On y voit que la découverte que l'on est dans un monde qui dépasse les périmètres locaux, voire nationaux, est une expérience fortement ressentie, pénible et dangereuse, pleine de douleur, mais aussi pleine d'attente et d'espoir, de projection vers un futur éloigné de chez soi.
Ce qui m'amène sur ce point, et à partir de là, et je l'évoquerai rapidement, à me différencier de la position du sociologue Ulrich Beck, qui a beaucoup écrit sur le cosmopolitisme, lorsqu'il réserve la conscience cosmopolite à une minorité globale privilégiée, autocentrée et se pensant comme telle. Car élaborer des stratégies pour sortir d'un camp ou franchir un mur, s'imaginer aventurier pour donner un sens à son errance trop longue, comprendre qu'on entre dans l'épreuve d'un labyrinthe culturel en franchissant les frontières, ne sont-ce pas là des manifestations claires d'une conscience cosmopolite, d'une pensée du monde, laquelle est bien différente, en effet, du discours sur le bonheur d'être global des groupes ou classes sociales assumées comme mondiales et fluides à la fois, exprimant un certain accomplissement de soi dans le fait d'être des sujets globaux, pour reprendre les termes de Jean-François Bayard, qui désigne par ce terme les touristes, les experts et universitaires, les agents des milieux économiques, médiatiques et politiques, etc. Cette conscience que j'évoque avec les figures de l'étranger est immanente à la condition cosmopolite. Elle est une pensée, si l'on veut, pragmatiste, un sens donné à la situation vécue, sans que le discours globaliste soit la preuve nécessaire de la réalité de l'expérience cosmopolite. Toutes les personnes en déplacement anticipent ainsi une réflexion qui vaut pour leurs contemporains, plus ou moins provisoirement sédentarisés, sur un lieu de la surface de la Terre, pour reprendre le terme d'Emmanuel Kant, et pour qui il pourra être bien utile un jour peut-être de se penser cosmopolite à leur tour, s'ils ont eux-mêmes à changer d'ancrage. Il faudra alors réapprendre à observer la frontière où se trouve l'autre, l'homme frontière, prendre le temps de la voir et de la fréquenter. C'est devenu l'un des enjeux majeurs de notre temps. Ce qui s'y passe et ce par quoi nous sommes dans le monde et du monde, cosmopolite de fait, sans même l'avoir voulu ni conçu. Mais nous ne perdrons rien, à mieux nous y préparer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Michel Lagier. Je vais faire circuler un micro si vous avez des remarques, des questions, des commentaires, des témoignages. Quelqu'un se lance pour... Oui, madame. Oui, merci. Oui, enfin, je ne sais pas du tout si ça rentre dans votre conférence. J'ai fait une randonnée et j'ai vu des gens roms du côté de Montreuil. Et j'aurais voulu savoir si donc ces gens-là faisaient partie de ce que vous avez dit, quoi. Parce que c'était vraiment horrible, quoi, les gosses, tout ça. Donc voilà, je voudrais savoir si ça fait partie, si ça fait partie de votre conférence, si c'est dans le, enfin, s'il y a une frontière pour eux, et quels sont les organismes qui peuvent les aider, etc. Enfin, je pense que, voilà. Oui, ils font évidemment partie de ce champ de réflexion. Ce sont des gens qui sont en déplacement, qui sont dans le déplacement. Ils passent des frontières nationales, ils passent plus difficilement des frontières urbaines. On voit aujourd'hui un certain nombre de villes qui essayent de rétablir une sorte de droit d'asile là où l'État est plus réticent à donner le droit d'asile. Ils sont, je dirais, intermédiaires, s'il faut utiliser ces figures que j'ai juste proposées, qui ne s'incorporent pas directement dans des individus, mais qui peuvent nous aider à les comprendre. Ils sont un peu intermédiaires entre l'errance et le paria, comme beaucoup des gens, des personnes qui, au-delà, c'est ce que j'ai voulu dire, au-delà des assignations identitaires. Vous savez, Rome, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire des tas de choses. Et au-delà de ça, ils ressemblent beaucoup
à des Indiens Guarani qui ne sont plus dans la forêt au Paraguay, mais qui ont établi un campement dans le centre d'Asunción, et dont certains autres sont établis dans un campement sur la grande décharge de la ville. Ils ressemblent beaucoup à des migrants soudanais, irakiens, syriens maintenant, qui se trouvent sur la grande décharge d'une ville qui est située à la frontière de la Roumanie, justement, et à l'entrée, enfin, venant de régions plus à l'est. Ils ressemblent évidemment beaucoup aux migrants qu'on dit subsahariens qui se trouvent dans ce qu'on appelle des ghettos au nord du Maroc et autres campements. Donc, si vous voulez, je comprends, et ce qui me gêne un tout petit peu dans votre remarque, c'est horrible. Parce que il n'y a rien pour eux de plus terrible que d'entendre, en se voyant regarder, qu'ils sont considérés comme horribles. Vous ne voulez pas dire que c'est eux qui sont horribles, bien sûr, mais eux, ils entendent qu'ils sont horribles. Et actuellement, il y a sur Mediapart, je vais faire de la publicité, une amie photographe avec qui j'ai fait un travail sur les campements de Grèce, d'Italie et de France, qui s'appelle Sarah Prestiani, qui a fait un reportage avec une journaliste, Karine Fouto, et qui a fait un reportage dans Paris et sa banlieue sur les installations des Roms. Et finalement, les installations de Roms ne sont finalement pas très éloignées de certaines attitudes de certains sans-abri, comme on dit, dans Paris. C'est-à-dire, on est là et on vous montre notre existence, même si elle vous est insupportable. Parce qu'il faut bien l'inclure dans la pensée du monde. Et ces gens-là savent bien, par exemple, pas très loin de la Bastille, qu'ils occupent certains lieux du Faubourg Saint-Antoine, et que les gens sont terriblement affligés parce qu'ils voient des enfants qui dorment avec eux dans des duvets, dehors, etc. Et ils n'ont pas d'autre solution, d'une certaine façon, et c'est sans doute aussi le caractère politique de ces campements, c'est là qu'il y a un caractère politique de ces campements, que de dire, nous sommes là, nous existons, le monde se fait aussi avec notre existence, peut-être faut-il changer les règles politiques, les règles de l'hospitalité, pour faire en sorte que ce paysage-là vous soit, à vous citoyens, moins insupportable. Merci. Votre étude tellement importante en ce moment concerne des adultes et on ne peut pas non plus ne pas penser aux enfants. Je pense aux enfants soldats et entre autres ouvrages à ce livre très émouvant, Allah n'est pas obligé. Mais on pourrait en citer bien d'autres, bien sûr, ces enfants soldats qui en plus sont souvent involontaires. Et pour arriver à des cas plus proches de nous, pour faire du soutien scolaire à des petites filles qui sont françaises, qui sont nées en France, qui sont scolarisées, qui ont fait toute leur scolarité chez nous, et qui sont excisées, qui ont à la maison une maman qui ne parle que soninké, et qui vivent entièrement au Mali dans un appartement situé à Paris. Je voudrais souligner aussi l'importance du cas des enfants qui sont cosmopolites. Il n'y a pas de question, mais il y a un ensemble d'autres figures. Je connais un petit peu le cas des enfants soldats parce que là, en Guinée, en Sierra Leone, où j'étais entre 2003 et 2007, c'était donc à la sortie de la guerre, on appelle de la Mano River. Et donc il y avait effectivement, soit du côté libérien ou Sierra Leone, il y avait des jeunes gens, puisqu'ils avaient grandi entre-temps, qu'on désignait comme des enfants soldats. Voilà. Là aussi, il y avait dans un des camps de réfugiés en Sierra Leone, il y avait
quelques enfants soldats qui n'étaient pas dans un camp d'ex-fighters, comme on dit. Il y avait les camps d'ex-fighters, les ex-enfants soldats, auxquels on n'avait pas accès, auxquels j'ai pas eu accès. Et puis il y avait dans les camps de réfugiés des familles qui avaient, parce qu'il y avait un certain lien de parenté qu'ils avaient pu faire connaître, qui avaient chez eux des enfants qu'on connaissait comme étant des anciens enfants soldats. Et je dois dire que c'est assez troublant la rapidité du changement de ces enfants. Non pas qu'il n'ait pas eu de traumatisme, mais peut-être parce que je suis anthropologue ou sociologue, mais je crois beaucoup à l'effet restructurant des cadres sociaux, qui est même un problème. Parce que à ce moment-là, en Sierra Leone comme au Libéria, des organisations de la communauté internationale insistaient beaucoup pour qu'il y ait des commissions vérité et justice, vérité et réconciliation. Et cela embêtait un peu tout le monde qui était là, parce qu'en fait, en général, ils disaient, mais vous savez, les enfants là, tous ceux qui ont participé à des violences terribles, comme vous dites, ils étaient drogués, ils étaient dirigés par des leaders, etc., etc. Donc surtout, ne réglons pas de compte sur eux et essayons plutôt de reconstruire très vite de la vie sociale. Et ce qui m'a le plus ouvert les yeux, si on peut dire, en discutant avec des Libériens en camp de réfugiés en Sierra Leone, c'était l'élaboration qu'ils faisaient de projets de retour et de projection de ce que devait être l'ordre social, quitte à être parfois un peu comme ça, encadrant, on va dire, en disant il nous faut des villes, les villages ça peut être dangereux, il nous faut nous regrouper dans les villes, il nous faut monter des projets parce que les ONG internationales aiment bien qu'on mette des projets, donc elles nous donneront de l'argent. Il faut que les enfants soient encadrés dans des cadres scolaires, etc. Il y avait des discours comme ça très socialisants de la part de un tas de gens qui étaient là, qui étaient des réfugiés, qui n'étaient pas spécialement des leaders d'organisations, qui étaient des Libériens dans les camps. Donc je trouvais ça intéressant. Et à chaque fois, c'était associé à une idée qui est l'oubli et le pardon. Et pour moi, ça, c'était très important, cette idée de l'importance de faire silence sur un certain nombre de violences terribles dont on savait bien qu'elles ont eu lieu, dont des gens ont pu être dans lesquels des gens ont pu être plus ou moins impliqués, mais dans une situation d'immédiat post-guerre, la guerre étant pas tout à fait terminée, où on pouvait même penser à un moment donné, et je sais que des gens le pensaient, qu'on aurait pu leur soupçonner d'être toujours en vie alors que d'autres sont morts. Et pourquoi vous, et comment qu'avez-vous fait pour ne pas être massacré? Qu'avez-vous fait pour vous en sortir? Donc il y a énormément d'histoires, et je les ai recueillies, par exemple, de jeunes femmes ou de jeunes hommes qui ont travaillé pour les soldats, qui ont préparé de la nourriture, qui ont porté des armes, par exemple, qui ont porté des armes parce qu'ils étaient obligés de le faire. Donc ils l'ont fait. Donc après, ils vont être accusés d'avoir collaboré avec tel ou tel ennemi du moment, etc., etc. Donc, c'est comme s'il y avait un accord général, et je pense que c'est le cas actuellement au Libéria ou en Sierra Leone, pour dire on remet de l'ordre social et on reconstruit du social, on reconstruit de la vie, des formes rituelles de socialisation, on reconstruit des liens sociaux, on reconstruit des projets, etc. Et on ne cherche pas à régler toutes les culpabilités, accusations, etc. Est-ce qu'il y a encore une intervention? Oui, ou deux. Bonsoir. Est-ce que toutes ces migrations ne sont pas liées aussi aux éclatements des pays et à l'impôt et aux frontières qui ont été imposées par des pays extérieurs, que ce soit pour l'Afrique et aussi pour l'éclatement des pays européens?
Il y a aussi la migration d'un peuple qui, moi, paraît très important, c'est le peuple juif qui a migré depuis des millénaires. Comment peut-on expliquer et analyser tout ça? Alors, les deux questions sont tout de même assez différentes. Alors, sur la première question, bien sûr, le démantèlement des pays, évidemment africains, etc., est à la base quoi, de la nécessité parfois vitale de partir et d'aller voir ailleurs s'il y a des solutions de vie. Ce que je voudrais dire, parce que bon là l'accord il est assez unanime là-dessus, mais après c'est comment on fait. Et comme ça l'a fait des années, des décennies qu'on oppose le développement des pays, par exemple africains, à l'émigration, ce qui me semble plus intéressant à penser maintenant, et je l'ai fait dans une intervention aux assises du ministère, des assises du ministère du Développement et de la Solidarité. Ce qui me semble important maintenant de voir, ce n'est pas l'opposition entre le développement et l'immigration, c'est au contraire l'énorme complémentarité. Et on sait bien, par exemple, que les migrants, dans toutes les pires conditions de vie qu'on peut connaître, même dans des situations d'illégalité du séjour, d'irrégularité du séjour, comme on dit, ou dans des conditions d'illégalité de la relation de travail, ce sont deux choses différentes, même dans ces situations-là, la contribution financière des migrants au développement des pays africains comparée aux investissements en développement des pays européens est, selon les calculs qui sont faits, alors je vous passe les détails, de 2 à 5 fois supérieure. C'est-à-dire que là, il y a une manne extraordinaire. Et certaines institutions ont commencé à s'en rendre compte, certains milieux financiers aussi d'ailleurs, et ça implique deux choses. D'une part, une déculpabilisation de la migration, du point de vue des pays d'émigration, des pays africains, et d'autre part, avec cette déculpabilisation, la reconnaissance de cet apport et éventuellement la transformation de cet apport en un vrai investissement. Et par exemple, repenser un petit peu, c'est un sujet très intéressant du point de vue de la science sociale, repenser un petit peu la question de la diaspora. On a généralement pensé la diaspora comme étant ce qui vient nostalgiquement entretenir la relation à un passé du pays d'accueil, comme si c'était un regard vers le passé, vers un passé identitaire. On a aujourd'hui des formes d'associations, de coopératives, etc., qui créent la diaspora dans les pays d'arrivée. C'est-à-dire qui donnent toute leur place, si l'on veut, à des formes de diaspora qui sont beaucoup moins identitaires dans ce sens-là et beaucoup plus liées à la place sociale des migrants et dans les pays d'accueil, donc dans les pays d'accueil, et qui est là, pour le coup, enfin, ça me semble tellement évident quand on connaît un peu les gens dans ces situations-là, qu'on se demande pourquoi les institutions publiques ou financières n'en font pas plus de ce côté-là. Là, il y a une occasion extraordinaire de repenser un peu la relation migration et développement et de faire profiter le développement de ces migrants, du travail, du bénéfice de la migration. Je sais pas. Voilà, donc ça, à mon avis, c'est un point de vue radicalement différent qu'il serait heureux qu'on puisse aujourd'hui réussir à faire entendre dans un ministère, auprès d'un ministre, dans un ministère qui semble, a priori, plus ouvert à écouter ce genre d'argument, c'est-à-dire la migration est un bénéfice pour le développement rural, urbain, tout ce qu'on voudra des pays de départ, pour autant qu'on sache en donner des formes d'organiser et valoriser ce transfert du pays d'accueil vers les pays d'origine. Voilà.
Je laisserai, si vous voulez, pour un autre débat, la question d'Israël et du peuple juif en exil, parce que c'est très complexe et je pense que ça dépasse largement ces discussions sur la migration, le retour, etc. Oui, merci, bonsoir. S'il y a la liste, on pouvait aussi ajouter la prostitution. Entre-temps, on pouvait le trouver ici, depuis le boulevard McDonald's jusqu'à Port-Maillot. Des filles qui venaient de l'Europe, de l'Est, pardon. Et puis on peut ajouter aussi les Africaines, quoi, disons anglophones, qui logiquement étaient ici en France officiellement pour apprendre le français, mais qui se retrouvent au bord des rues, quoi. Oui, sur le temps, merci. Donc le cosmopolisme, est-ce que je pourrais dire que c'est un piège sans fin, où l'homme est un loup pour l'homme? Pour l'instant, c'est un peu la tour de Babel. Hein, ça, je reconnais qu'il y a beaucoup plus d'incompréhension et de. Je distingue la condition cosmopolite de la cosmopolitique, si vous voulez. C'est juste pour. Je vous entends bien, quoi, mais c'est juste pour développer un petit peu cette idée-là. Je n'idéalise pas du tout, quand je parle de la condition cosmopolite, je le prends comme un état de fait. Je ne le prends pas comme un horizon. L'horizon cosmopolitique est important à penser, parce que je crois qu'effectivement, c'est quelque chose vers quoi il va falloir qu'on aille tous, ou nos enfants, parce que ça va sûrement prendre du temps, la politique monde. Mais en attendant, pour aujourd'hui, ce qui me semble assez évident, c'est la diffusion rapide de cette condition cosmopolite, c'est-à-dire vivre et se déplacer comme le font de plus en plus de milliers de gens, et pas seulement ceux qui se disent cosmopolites, c'est tout ce que j'ai voulu dire là simplement dans ce travail. De plus en plus de gens ont à penser le monde, c'est-à-dire ont à penser la frontière, découvrent les frontières et en font l'expérience, heureuse ou malheureuse, simplement labyrinthique, et c'est peut-être des apprentissages d'une langue, etc., ou beaucoup plus dramatique, c'est la situation du paria, la mise en camp, ou interminable, c'est la situation de l'errant. Et donc toutes ces situations-là correspondent à la variété, je crois, des situations aujourd'hui, de plus en plus répandues. Prenons cette échelle du monde pour réfléchir. Ce sont des centaines de milliers ou des centaines de millions ou plus de personnes qui sont dans cette expérience-là. Et cette expérience devient significative. Elle transforme les cultures et leur rapport à l'identité. Donc tout ça est très important. Apprendre la langue française quand vous êtes maintenu dans la rue ou dans un camp, c'est évidemment pas la même chose que d'apprendre la langue française quand vous avez une résidence respectable, un emploi, etc. Donc on est évidemment dans des conditions cosmopolites, dans un cas pas du tout idyllique. Hein, on est très loin de l'utopie cosmopolitique. Une certaine égalité dans une cité-monde, on en est très loin. Mais ce que je veux dire, c'est que là, toutes ces figures de la frontière, de cheminement non abouti, de relations pas complètement établies, de violence aussi, les murs qu'on met à la place des frontières en disant c'est une occurrence de la frontière, mais non, le mur c'est le contraire de la frontière. La frontière est un lieu de passage, un lieu de rencontre. Et on entend très souvent dans les milieux géopolitiques que malheureusement là il a fallu mettre un mur, mais c'est bien nécessaire quand même. Et c'est comme ça que certains pays, Israël par exemple, sont en train de s'entourer de murs, mais d'autres aussi, et de nombreux endroits dans le monde. Et c'est le contraire de la frontière, le mur. Donc ça, si vous voulez, c'est des conditions, enfin c'est des contextes d'existence, de développement de la condition cosmopolite qui sont loin d'être idylliques, mais c'est celle que nous avons aujourd'hui. C'est celle que nous avons aujourd'hui, donc dont celle que vous mentionnez. Merci. Bonsoir, vous parlez de frontières, mais en fait, est-ce que c'est pas quelque chose qui a été créé par l'homme? Est-ce que c'est pas plutôt une symbolique que justement
ce dont vous parliez, c'est-à-dire un mur. Et par exemple, aujourd'hui, du fait de l'Europe, par exemple, finalement, on se rend compte que ce qu'on appelle frontière, c'est pas si défini que ça. La preuve, l'Europe change. Je veux dire, on a ajouté des pays d'année en année. Et donc, justement, est-ce qu'il n'y a pas un retour, en fait, de l'étranger, parce que finalement, on se rend compte que la frontière, de l'étranger, je veux dire, ou de l'étrangeté, je ne sais pas comment exprimer les choses autrement, parce que justement, on se rend compte que les frontières, c'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui bouge en permanence, tout comme finalement l'identité, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire la mondialisation n'a pas supprimé les frontières, au contraire, elle a multiplié les frontières, toutes sortes de frontières. Donc dans cet ouvrage, là, dans la condition cosmopolite, mais là, j'aurais pas le temps et ça serait une autre conférence, j'ai essayé de décliner les différentes manières, en reprenant, en m'interrogeant un petit peu, comme on le fait là, comme vous le faites, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que c'est finalement une frontière? Donc j'ai repris un petit peu les choses, puisque l'anthropologie a beaucoup travaillé finalement, l'ethnologie a beaucoup travaillé avec l'identité, mais surtout avec la frontière. Finalement, j'ai essayé de retravailler un petit peu toutes ces figures de la frontière, plus ou moins rituelles. Nous avons toujours besoin du rituel de la frontière. Nous avons besoin de délimiter un espace humain par rapport à la nature, entre les humains pour se reconnaître les uns les autres. Nous n'arrêtons pas de faire des frontières et de les transformer et de les négocier, comme on dit. Nous n'arrêtons pas de faire des frontières qui prennent parfois l'aspect d'une barrière ou d'un lieu contrôlé, si on va dire. Mais même dans les frontières du sacré, il y a des personnages tutélaires. Hein, je donne l'exemple dans ce travail de la frontière toujours négociée de l'espace sacré au Brésil, pour avoir travaillé et vécu longtemps à Salvador Bahia, où on voit bien que la délimitation de la frontière de ce qu'est le lieu du peuple de saints, comme on l'appelle, doit être sans arrêt redéfinie. Donc il y a des rituels, finalement, qui refont le tour, physiquement, le tour d'un lieu, la maison de saints, pour recréer la communauté du peuple de saints. Il faut répéter la frontière rituellement sans arrêt. Bon, c'est un exemple, il y a énormément d'exemples dans les travaux anciens ou actuels de l'anthropologie qui montrent cette répétition rituelle de la frontière comme justement étant quelque chose qui est profondément humain, ça n'est pas une chose naturelle, d'où aussi la critique de l'idée d'autochtonie. Hein, nous ne sommes pas sortis de la terre, les humains, ce que nous appelons les identités, etc., des uns et des autres, ne sont pas naturellement sortis de la terre, c'est une création, et une création sociale, quoi. Voilà. Donc, effectivement, il y a tout ça nous mène nécessairement vers toute la crise actuelle des frontières nationales, mais pas seulement, nous ramène, je trouve, à la nécessité de reprendre un petit peu au départ ce que nous appelons frontières. Et pour ma part, je fais une grande différence entre la frontière et le mur, pas seulement symboliquement, physiquement aussi, en défendant l'idée que, contrairement aux analyses géopolitiques, par exemple, non, le mur est exactement le contraire d'une frontière, c'est l'empêchement de la frontière. Est-ce qu'il y a encore... Oui, une question. Vous posiez la question de comment cesse-t-on d'être étranger. Et j'aurais aimé avoir votre regard d'anthropologue bien évidemment, sur la question du vote des étrangers qui va nous occuper beaucoup ces temps-ci. Bah évidemment, c'est une manière de rapprocher l'étranger. Ça me semble, là aussi, je me dis, bon, il y a des débats politiques qui m'échappent. Je ne comprends pas la polémique. Enfin, je comprends pas. Je comprends, bien sûr, mais là, pour le coup, je suis prêt à témoigner, mais j'ai déjà signé des appels de chercheurs, etc., pour dire, mais c'est bien évident qu'on rapproche
et qu'on réduit l'altérité, qu'on réduit la distance en donnant au moins des signes d'une possible citoyenneté. Et on distingue la citoyenneté de l'identité. Vous savez, il y a une historienne tout à fait remarquable, ça s'appelle Sophie Vanish, qui a étudié un moment de la Révolution française, qui est l'année 1793, et qui a découvert, dans les archives, etc., c'est un moment qui a duré pas tout à fait une année, dans lequel il y avait une définition de la citoyenneté qui était séparée de l'identité. Et donc il y avait tout un tas de procédures décrites par une loi de 1793 qui permettait à des étrangers d'être citoyens sans aucun réquisite identitaire, si vous voulez. Voilà, il y avait une distinction, si vous voulez, une distinction entre la citoyenneté et l'identité. Et là, finalement, ça serait un exemple, si on y arrive, je pense qu'on peut toujours être optimiste, si on y arrive, on aura un exemple d'un pas qui se franchit comme ça, où on réussira à distinguer un peu enfin, à la différence de toutes ces années-là qui précèdent, où on nous a mis dans le moule d'une réflexion toujours identitaire. État-nation, c'est pas d'État sans nation, enfin, etc., etc. Là, on peut penser la République, la chose publique, la citoyenneté, en la détachant un peu de l'identité et d'une conformité identitaire, quoi. Et là, décider par un vote du Parlement ou par un plébiscite, je ne sais pas, mais que notre État décide de donner le droit de vote aux étrangers non communautaires, comme on dit, serait une grande avancée théorique du point de vue de cette distinction, de se tenir un peu à l'écart de ce piège identitaire dont je parle, et où on est quand même enferré là depuis plusieurs décennies. Et donc, il est bien évident que donner le droit de vote, c'est donner des responsabilités, et quand on vote pour quelque chose, on l'aime davantage, enfin, on y tient davantage. Ça me semble être évident, ça. Enfin, voilà. Espérons qu'on rapprochera. Et là, on a effectivement un exemple du caractère relatif de l'étrangeté. On a l'étrangeté saisie du point de vue de l'inconnu et du familier, de ce qui nous rapproche, sans le mêler à la diversité culturelle, qui est une chose qui existe, qui est une règle, un droit, ou tout ce qu'on voudra, mais en faisant en sorte qu'on permette ces rapprochements, voilà, par des pratiques plus politiques. Je pense que la dimension politique est très importante de ce point de vue-là. Oui, je me pose aussi la question du point de vue du vocabulaire, puisqu'on continue à employer le terme d'étranger, alors qu'on souhaite donner le droit de vote à des résidents, à des citoyens. On peut peut-être employer beaucoup d'expressions qui seraient peut-être plus heureuses d'ailleurs pour arriver vers le résultat que celle de vote aux étrangers. Et je ne sais pas si c'est un effet de résistance, si c'est encore une identité ou une frontière qui est extrêmement marquée. En tout cas, bon, je le disais récemment dans une réunion de discussion avec des personnes de la Ligue des droits de l'homme, je suis un peu étonné que l'on plaide sur un terme qui, de façon plus ou moins fantasmatique, renvoie à un autre qui est différent, à un autre étranger. Et pourquoi alors cette persistance ? Non, après, tout dépend. Vous savez, il y a beaucoup de manières de définir l'étranger. C'est pour ça que j'ai essayé de le décliner. Alors, du point de vue de l'anthropologie, on utilise plus souvent les notions d'altérité, et toujours où on essaye de mettre en avant le caractère relatif de l'altérité. C'est toujours une relation à l'autre. Là, c'est le mot, si vous voulez, en français qu'on a pour dire un certain nombre de choses qu'en langue anglaise, par exemple, on dit avec 3 mots différents. Là, c'est un mot assez large pour pouvoir se disputer sur sa définition, on va dire. Voilà. On peut se disputer, on peut polémiquer sur la définition du mot étranger dans la mesure où on n'en a qu'un, alors que
En anglais, on a le foreigner, l'alien et le stranger, si vous voulez. Bon, et donc là, on peut se disputer là-dessus, sur un plan de la dispute politique, si vous voulez. Donner effectivement à l'étranger ce caractère, ce qui m'est étranger, ce que je ne connais pas. Et ça, bien sûr, il y a des choses que je ne connais pas. Et donc, on passe notre existence à être dans un rapport à un étranger qu'on rapproche. Hein. C'est ça que je veux dire. Il ne s'agit pas de nier les différences, hein, je ne suis pas tout dans ce truc-là. Mais c'est un rapport, simplement, d'exprimer que c'est un rapport toujours relatif et que c'est un choix très, très politique au sens large que de définir dans ce caractère relatif et non absolu, quoi. Ce qui m'amène aussi, par ailleurs, à critiquer aussi toutes les approches très culturalistes, hein, qui nous amènent vers des choses définitives, vers des choses où on serait irréductibles les uns aux autres, etc. etc. Voilà. S'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là pour ce soir. Je vous remercie beaucoup, Michel Agier. Merci beaucoup. Et donc, je vous propose un rendez-vous la semaine prochaine. Le cycle se poursuit avec Romain Bertrand, qui est un historien et qui s'intéresse à la première rencontre entre l'Occident et l'Orient, avec l'exemple de l'arrivée des Hollandais en Indonésie et de l'histoire située aussi bien du côté occidental que du côté oriental. Je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine.